Merci beaucoup, Chairman. Mon nom c'est Guy Ruffin-Guernas. Je suis administrateur principal régional chargé de protection au bureau du HCR à Dakar pour l'Afrique de l'Ouest. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt les discussions depuis le début de cette rencontre jusqu'à aujourd'hui sur les trois domaines sur lesquels la CEDEAO voudrait bien avoir une approche harmonisée. Et nous pensons que beaucoup a déjà été fait au niveau des cadres législatifs, parce que la plupart des États ont déjà ratifié les conventions internationales dans le domaine des réfugiés, mais aussi des personnes déplacées internes. Il reste juste un petit effort à faire par quelques États pour la ratification, surtout de la Convention de Kampala sur les personnes déplacées. Et il sera important que cet effort soit accompli pour vous donner la possibilité d'avoir un tableau complet de la situation des réfugiés et des déplacés internes afin de pouvoir mettre en œuvre des mécanismes concernant le logement, la santé et d'autres domaines sur lesquels vous voulez harmoniser votre approche. Nous avons constaté ce matin, avec la présentation sur le cadre juridique, qu'il y a beaucoup de mécanismes qui sont déjà en place au sein de la CEDEAO pour pouvoir répondre à plusieurs situations, que ce soit la prévention de l'urgence, mais aussi la réponse aux urgences, que ce soit les urgences créées par l'homme, telles que les conflits, mais aussi les urgences provoquées par les catastrophes naturelles. Nous avons noté dans les discussions que, en dépit de la volonté des États de l'Afrique de l'Ouest d'avoir ces cadres, il manque encore des moyens pour pouvoir les opérationnaliser. Les ressources financières ne sont pas disponibles pour pouvoir appuyer suffisamment la volonté de pouvoir faire face aux différents problèmes humanitaires. Pour ce faire, notre suggestion serait de mener d'abord une réflexion pour voir si, étant donné que vous êtes des législateurs pour la CEDEAO, est-ce qu'il faudra faire une approche individuelle par État pour la ratification ou la domestication des normes juridiques? Est-ce que la CEDEAO ne peut pas, par exemple, avoir une seule législation pour l'ensemble de l'espace CEDEAO qui pourrait donc amener chaque État à mettre en application? Ça, c'est la première idée. La deuxième idée serait de savoir, est-ce que dans l'espace ECOWAS, comme on a vu hier avec ARA, n'est-il pas possible d'avoir une initiative de fonds communs qui pourrait avoir la contribution des pays membres, mais aussi la demande d'appui de la part d'autres bailleurs qui ne sont pas de l'ECOWAS, Banque mondiale, d'autres bailleurs bilatéraux qui financent déjà des programmes humanitaires au niveau mondial pour venir en appui à vos efforts au niveau de l'ECOWAS. Ce qui permettrait d'avoir des ressources financières, mais aussi développer d'autres capacités pour prévenir, mais aussi répondre donc aux urgences humanitaires dans l'espace. Et enfin, il y a une opportunité qui s'offre. Et Madame, dans sa présentation, a fait référence à la convention, disons, à la déclaration de New York, mais au pacte mondial. Le pacte mondial a déjà été adopté par tous les États avec 3 axes prioritaires que j'avais mentionnés hier. Mais il va y avoir un forum qui sera organisé d'ici le 17 et le 18 décembre à Genève. Et tous les États sont conviés pour participer. La question pour nous, c'est quel message les États membres de l'ECOWAS veulent porter devant ce forum, en termes d'engagement, mais aussi en termes de présentation de difficultés et l'appui qui serait nécessaire pour les États membres de l'ECOWAS de répondre efficacement aux problèmes au niveau de l'Afrique de l'Ouest, surtout en termes de solutions, mais aussi en termes de transition de l'humanitaire vers le développement, parce que nous pensons qu'il ne faudra pas tout simplement maintenir
la situation qui est celle que nous constatons aujourd'hui au niveau humanitaire, à ce niveau, mais il faut faire un effort pour pouvoir le transformer, pour qu'il y ait la stabilité et le développement en impliquant les réfugiés et les personnes déplacées. Je vous remercie. Docteur Ghislaine, je travaille pour l'OHCR, le bureau régional. Je suis en charge de la santé des réfugiés dans la région Afrique de l'Ouest. Je vais réfléchir à haute voix, donc je n'ai pas forcément structuré ce que je vais dire. Et pardonnez-moi parce que je ne suis pas juriste ou légal, donc je vais mélanger. Je vais commencer par la question de nutrition. Il y a constamment des problèmes de nutrition, de sécurité alimentaire dans la région. Je me suis souvent posé la question de savoir si ces problèmes se posent dans toute l'Afrique. Mais il me semble qu'il y a des pays qui n'ont pas de problème de... Comment se dit alimentaire. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est interdit? Est-ce que vous pourriez considérer établir des passerelles avec ces pays, ces régions? C'est-à-dire, il y a la CEDEAO, il y a la, pardonnez mon culture, la CEAC et autres. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour soutenir, pour que ces régions se soutiennent dans ce genre de situation? Pourquoi toujours chercher à dépendre de l'extérieur? Parce que je peux vous dire, je vais vous donner 2 ou 3 exemples pour vous dire qu'il y a des ressources dans les pays, il y a des ressources dans les régions. Ça, c'était la première observation. La deuxième observation, c'est par rapport à l'innovation. Est-ce que nous pourrions encourager les personnes qui mettent en œuvre les programmes à innover? Je pense aux problèmes auxquels les réfugiés font face, l'accès à la terre, le changement climatique. Il me semble que la FAO a développé des stratégies de, disons, culture sans avoir besoin de terre. Et ça fonctionne. Il suffit d'échanger avec la FAO. Il y a des, je crois que ça s'appelle aquaponique, où les gens peuvent cultiver des aliments nutritifs sans avoir besoin de terre. Il y a ce qu'on appelle, pour la malnutrition, il y a ce qu'on appelle la consommation de l'alimentation vivante. Vous savez, nous distribuons des aliments secs et c'est très nourrissant. Mais les aliments vivants sont encore bien plus nourrissants. J'entends par là des graines germées où on va, au lieu de fournir à nouveau des nutriments alimentaires, on enseigne à toutes ces personnes qui souffrent de malnutrition ce type de culture et ce type d'alimentation. Ça, c'était par rapport à la nutrition. Je vais passer à la santé. Notre expérience dans les pays de la région Afrique de l'Ouest a montré que les pays où l'assurance santé est effective gèrent mieux ces questions de réfugiés, d'accès des réfugiés aux services de santé. Et ça coûte moins cher, c'est-à-dire les coûts sont réduits tant pour l'État que pour le HCR. Et ça participe au développement de ce système. Nous avons des pays où, par exemple, le Ghana qui est un très bel exemple, le Nigeria en ce moment où nous avons facilité, nous, le HCR et ses partenaires, ont facilité la filiation de près de 20 000 réfugiés à ce stade et ça va continuer. Alors, chaque frais de cotisation payé, sur chaque montant de frais de cotisation à l'assurance payée, la structure de santé prend un montant, un certain montant et en général la plus grande partie pour se réapprovisionner. Donc ça participe du développement. Est-ce que vous pourriez nous aider à mettre en place l'assurance maladie dans plusieurs pays? Pour moi, je pense que ça c'est un aspect clé. Il y a également la question de autonomisation des personnes déplacées de force. J'ai l'impression, vous me corrigerez, que le renforcement des structures en charge de l'autonomisation ne semble pas être une priorité. Parce que nous pouvons leur donner de l'assistance médicale, l'assistance nutritionnelle, l'assistance en matière d'éducation, mais à un moment, il faut qu'ils puissent générer des revenus eux-mêmes. Mais ça, jusqu'à présent, c'est fait par des ONG, mais sur le plan institutionnel, ces aspects ne sont pas renforcés. Enfin, si ces problèmes d'insécurité sont tellement importants dans la région et dans plusieurs régions, pourquoi ne pas demander, lorsque
les départements ministériels ou les structures appropriées présentent leur budget, pourquoi ne pas leur demander d'allouer un montant minimum, 5%, 10% de leur budget, pour répondre dans leur secteur aux crises humanitaires? Merci. Et donc moi, mon intervention, c'est par rapport à... Parce que les réfugiés, les déplacés internes, on connaît bien c'est quoi le problème. C'est l'insécurité. Donc, la première des choses qu'il faut essayer de résoudre, c'est vraiment le problème de sécurité. Si on arrive à résoudre ce problème, moi je pense que tout le reste peut aller. Parce qu'on ne peut pas entreprendre une intervention sans sécurité. Comment accéder à ces gens-là? C'est ça qu'il faut essayer de résoudre. Tant que la situation sécuritaire n'est pas résolue, vraiment on sera toujours dans des difficultés. Parce que pour accéder à ces gens et que les partenaires qui veulent assister n'ont pas accès à ces personnes en difficulté, ça sera toujours un problème. Donc moi je pense que c'est d'abord résoudre cette problématique d'insécurité pour permettre l'accès à ces populations. Et ce qu'il faut aussi peut-être dire, l'assistance, les réponses d'urgence, chaque fois on en fait. On en fait, mais moi je pense qu'il faut essayer d'autonomiser les personnes déplacées internes et les réfugiés à travers des actions, des programmes d'activité. Par exemple, nous au Niger, maintenant on est en train de réfléchir sur la nouvelle manière de travailler, qui est le Nexus Urgence-Développement. C'est une méthode qu'on est en train d'expérimenter pour essayer d'aller vers de l'urgence au développement. Et c'est ça peut-être qui peut permettre l'autonomisation de ces réfugiés. Merci, Monsieur le Président. Pour l'agriculture et l'alimentation, ARA. Si vous me permettez, parlant des normes communautaires, je voulais revenir sur un certain nombre de règlements et ensuite voir le lien que nous pourrons faire et ce que nos honorables députés pourront nous apporter dans le cadre de la prise en charge des réfugiés et personnes déplacées. Comme nous le savons tous, le développement de l'agriculture fait partie du traité de la CEDEAO dans ses articles 25, 29 et 31. Et une décision a été prise par la communauté pour mettre en place la politique agricole. La région a adhéré au réseau de prévention des crises alimentaires depuis 1984 et c'est une plateforme de concertation de tous les acteurs de la région pour trouver des solutions aux problèmes d'insécurité alimentaire. Nous savons également que nos chefs d'État et de gouvernement ont pris un acte additionnel qui crée la réserve régionale de sécurité alimentaire et l'opérationnalisation de cette réserve a commencé avec la mise en place des stocks et les interventions dans les pays pour assister les populations en situation alimentaire difficile, issues des crises sécuritaires, de sécheresse ou des déplacés. Sur ce point, je voulais en profiter pour répondre à une question que l'honorable député du Mali avait posée à Madame la commissaire concernant l'action que la Commission entreprend pour appuyer son pays en cette situation difficile. Je voulais la rassurer que la Commission a pris des dispositions et que déjà à Bamako, nous avons déjà des stocks de la réserve régionale de sécurité alimentaire ainsi qu'à Koutiala. Donc nous avons déjà en place 2856 tonnes de céréales et les discussions sont aussi avancées avec le gouvernement du Mali et le commissariat de sécurité alimentaire du Mali. Le comité ad hoc mis en place par le comité ministériel spécialisé de Ouaga 2018 se penchera sur cette situation d'ici la fin de ce mois
et j'espère qu'une assistance sera apportée aux populations en situation alimentaire difficile dans son pays. Et sans oublier que hier, mon collègue qui était intervenu au nom de notre agence avait déjà parlé des multiples interventions de la réserve, à savoir que 1130 tonnes de céréales étaient mises à la disposition du Nigeria en 2017, 5000 tonnes de céréales à la disposition du Nigeria en 2018, 4303 tonnes de céréales à la disposition du Burkina Faso pour les populations en situation alimentaire difficile en 2018 et 6528 tonnes pour le Niger encore 2018. Donc c'est dire que la Commission prend des dispositions pour intervenir dans les différents États membres au profit des populations en situation alimentaire difficile. Et que là, la question qui est sur le tapis, c'est la reconstitution de ce stock-là pour que nous ayons un capital qui peut toujours tourner en faveur de nos populations en situation alimentaire difficile. Maintenant, revenant à la question, durant nos opérations de mise en place de ces stocks, il y avait des aspects qui sont liés aux normes, que nos honorables députés peuvent nous apporter aussi des appuis. Par exemple, nous avons dans ces opérations fait une étude de capitalisation des bonnes pratiques de gestion de nos stocks nationaux et nous avons élaboré un code de conduite et nous avons, avec l'assistance de notre service juridique de la Commission et d'un juriste communautaire, essayé de transformer ce code-là en directive communautaire. Donc, cette directive pouvait être analysée, examinée par nos honorables députés au moment venu pour que nos pays puissent la mettre en application. Aussi, nous appuyons les pays pour l'harmonisation des politiques nationales de stockage. C'est vraiment important parce que dans notre sous-région, il y a des pays qui n'ont pas des institutions pour le stockage. Il y a des pays qui en ont, il y a d'autres qui n'ont pas de règlements et il faudrait que nous harmonisons tout cela parce qu'il nous faut disponibiliser des stocks pour les interventions et les appuis aux populations qui sont des réfugiés ou en situation alimentaire difficile. Et ceci dit, parlant des stocks, ce n'est pas seulement des stocks qu'il faut, il faut que ces stocks soient adaptés à notre alimentation et qu'il y ait de la qualité. Donc, en termes de normes communautaires, les questions de qualité, d'hygiène et d'étiquetage sont aussi très importantes et doivent être prises en compte par nos honorables députés qui pourraient légiférer sur ces aspects-là pour mettre en place une législation communautaire spécifique qui régit l'utilisation des marques, des labels de qualité et pour identifier les produits de qualité spécifiques à nos régions. Hier, nous l'avions dit, par exemple, pour le cas de la mouche des fruits où nos mangues sont rejetées parfois aux frontières de l'Union européenne, ce qui a amené à des actions pour éradiquer ces questions de qualité-là. Pourquoi pas pour notre région d'avoir des normes de qualité pour les produits agricoles, alimentaires, pour que même pour le commerce intérieur ou extra, que nous puissions contrôler également la qualité des produits qui interviennent dans nos pays ou bien pour pouvoir assurer une bonne qualité de nos productions. Je pense qu'une législation en ce sens serait bienvenue pour promouvoir une politique de qualité des produits agricoles et alimentaires au niveau de la communauté. Et c'est sur ces aspects que je voulais aussi dire que si nous voulons toujours avoir des stocks à disposition pour pouvoir intervenir dans les pays, il va falloir que nous prêtons attention aux ressources financières parce que nous l'avions dit hier que le stock que nous avons actuellement a été financé grâce à nos partenaires. Alors que si vous prenez l'acte additionnel que les chefs d'État et de gouvernement ont pris à Yamoussoukro le 28 février 2013, c'est bien dit dans son article 3 que la réserve régionale de sécurité alimentaire est financée tout d'abord sur les ressources propres de prélèvement communautaire de la communauté et ensuite la mobilisation des partenaires techniques. Si jusqu'alors, au niveau des prélèvements communautaires, la communauté n'arrive pas à allouer des fonds pour
notre propre ventre, pour les ventres de nos citoyens, il y a lieu de s'interroger parce que c'est vraiment important. La sécurité alimentaire est vraiment très importante pour notre région. Quand les gens trouveront à manger suffisamment de produits de qualité, je pense que nous allons réduire l'insécurité parce que les gens ne seront plus confrontés à cette situation de faim et vont se donner beaucoup plus aux questions de développement que de s'aventurer à créer l'insécurité pour pouvoir prendre des richesses, des ressources. Monsieur le Président, c'est sur ces quelques éléments que je voulais apporter ma contribution pour le cadre législatif, ce que les députés, les honorables députés pourront faire en termes de financement de la réserve régionale, en s'assurant que lors des votes des budgets de la Commission, il y a une ligne budgétaire qui est réservée à cette réserve régionale et aussi en s'assurant qu'il y ait des législations sur la qualité des produits dans notre sous-région. Je vous remercie.